La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Une émission spéciale sous le signe de Noël. On vous parle de nouvelles BRCC installées au Québec. Il y a aussi une nouvelle superstation installée à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On vous donne les détails. Faites du ski tout en vous rechargeant. Des entreprises se commettent et font des réservations pour le semi de Tesla. Axel Mathieu, le cow-boy des véhicules électriques, viendra nous parler de ses déplacements. Et finalement, un top 10 des événements marquants de 2017 dans le monde de l'électromobilité en compagnie de François Villot. Tout ça et bien plus encore dans ce 24e épisode tout spécial de Noël de la balado-diffusion Silence, on roule. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow, 'cause it doesn't show. Hey, c'est l'esprit des fêtes. Bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Archambault. Je suis administrateur, webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que je vous anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez un peu plus dans l'esprit des fêtes que dans les dernières semaines. On est presque rendu, donc on peut commencer à s'y mettre. C'est un épisode, encore une fois, bien rempli aujourd'hui, mais qui sera évidemment sous l'esprit de Noël, mais également sous l'esprit d'un petit récapitulatif des dernières semaines, des derniers mois. Donc 2017 a été une bonne année pour l'électromobilité. 2018 en sera une bonne aussi, j'en suis certain, mais on pourra prendre le temps de s'arrêter, de faire le point et de regarder ce qui s'est passé en 2017. C'est aussi le dernier podcast de 2017. Je prends une petite pause d'un mois. En fait, il y a un podcast aux 2 semaines et puis on va sauter un podcast pour le temps des fêtes. Donc, le prochain podcast sera dans un mois. J'espère que vous vous ennuierez pas trop. Si oui, ben pensez à moi. Ça me donne un petit break puis je vais être bien content de prendre quelques jours, quelques semaines là, pour me reposer avec les miens et ma famille. Je vous rappelle que vous pouvez écouter le podcast sur le site web de l'AVEQ, mais également vous abonner pour le recevoir directement sur votre tablette ou votre téléphone intelligent via iTunes, Google Play ou tous les sites de balado connus. Et si vous avez le temps, allez faire un petit tour sur iTunes Store. Vous allez faire une recherche sur notre balado, vous mettez un petit commentaire et puis 5 étoiles, ça aide à nous faire monter dans la liste des balados-diffusion. Et puis, quand on est plus haut, il y a plus de gens qui nous voient, qui s'abonnent et puis on peut sensibiliser plus de gens à l'électromobilité. J'en profite pour saluer 2 auditeurs qui m'ont laissé des messages, donc Richard Dubois et Daniel Moras. Tous deux, je vous salue. Merci d'être à l'écoute de Silence on roule et puis j'espère que la balado continue de répondre à vos attentes et vos besoins en termes d'informations sur l'électromobilité. Alors, aujourd'hui, au programme, on a plusieurs choses. On va avoir une entrevue tout à l'heure avec je l'appelle mon cow-boy du quotidien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui utilise un VI, mais vraiment à la limite des capacités de son véhicule et de l'entendement. En fait, puis je vous le dis d'entrée de jeu, je présente pas cette entrevue-là en disant que c'est la bonne façon de faire. C'est un peu à l'envers, là. Donc, on a quelqu'un là, qui a acheté un véhicule qui était très limite pour les besoins qu'il a. Et puis, il doit faire des prouesses puis des entourloupettes pour être capable d'utiliser sur une base quotidienne avec l'hiver en plus et les grands froids son véhicule à tous les jours. Je vous en dis pas plus, vous pourrez le constater tantôt. Mais ça risque quand même d'être intéressant. On aura aussi un petit récapitulatif, un petit countdown des 10 événements marquants de 2017 dans le monde de l'électromobilité. Plusieurs choses qui se sont passées en 2017, plusieurs grands événements. On va essayer de faire ressortir les highlights. Évidemment, c'est pas scientifique, c'est un peu notre point de vue, en fait.
Puis c'est difficile aussi de se limiter à 10, mais bon, on s'est prêté au jeu, à l'exercice. On en a ressorti 10 qui, pensons-nous, ressortent particulièrement de l'année 2017 et on vous les représente en faisant une petite rétrospective. Donc, sans plus tarder, on s'en va tout de suite écouter les actualités dans le monde des véhicules électriques dans les 2 dernières semaines. On commence avec une nouvelle, encore une fois, qui risque d'intéresser plusieurs personnes. Quand on parle de nouvelles bornes de recharge rapide, la majorité des électromobilistes québécois sont contents parce que, vous le savez, les bornes de recharge rapide, c'est la capacité de se déplacer sur de longues distances, d'être capable d'arrêter pour de courts moments, se recharger, puis de poursuivre une longue distance. Donc, c'est une façon, surtout pour les véhicules de plus courte autonomie, là, d'être capable de franchir de grandes distances. Eh bien, on ajoute des bornes de recharge rapide depuis quelques années, depuis 2 ans, là, le plan d'implantation des bornes rapides du circuit électrique, à tout le moins, d'Hydro-Québec, bat son plein. Et on a des nouvelles bornes de recharge rapide qui se sont installées dernièrement. Disons qu'à Saint-Hyacinthe, où il y avait déjà une borne de recharge rapide installée là, dans le stationnement du Saint-Hubert, tout près de l'autoroute 20, une deuxième borne de recharge rapide a été installée là. On sait que c'est un endroit névralgique, là, comme l'était également Drummondville, où on a là aussi ajouté une autre borne de recharge rapide. Donc maintenant, 2 bornes de recharge rapide au Saint-Hubert à Saint-Hyacinthe. Et là où il en manquait probablement une, hein, les gens vont le confirmer, c'est à Montmagny. Donc, le circuit électrique a installé une nouvelle borne de recharge rapide, puis a été mis en service au IGA, qui est situé au 75 boulevard Taché à Montmagny. Donc, ça va mieux desservir là, la région, parce qu'il y avait un trou qui existait entre la borne de recharge rapide de la Pocatière et celle de Lévis. Donc, ça devrait donner un bon coup de main à cet endroit-là aussi. Je vous rappelle que les bornes de recharge rapide, c'est des bornes qui coûtent 10 $ de l'heure à utiliser, chargées à la minute. Donc, si vous restez là 20 minutes, 20 minutes, ça va vous coûter 3,33 $ par exemple. Et je vous rappelle également que malgré le fait que sur une borne rapide, là, il y a 2 pistolets, 2 standards, dans le fond, un pistolet CHAdeMO et un pistolet combo CCS, que la borne fonctionne avec juste l'un des 2 pistolets à la fois. Donc, c'est l'un ou l'autre et non pas les 2 en même temps. Donc, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un de branché avec un pistolet que vous pouvez vous brancher sur le deuxième que vous allez être capable de vous charger. Il faut attendre là, que la première personne ait terminé. Ce sont des charges à 50 kW, donc qui permettent de recharger là, dans de bonnes conditions votre véhicule là, dans des délais vraiment plus courts qu'une borne traditionnelle. Donc, bravo pour l'installation de ces 2 bornes de recharge. Alors, je parle encore de bornes de recharge rapide, mais je le traite comme une autre nouvelle parce que là, c'est tout à fait particulier. Le 15 décembre dernier avait lieu l'inauguration de la première superstation universelle de recharge rapide à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, tout simplement pour vous expliquer ce que c'est une superstation universelle de recharge rapide, ben c'est un endroit où plusieurs bornes de recharge rapide ont été installées. Actuellement, là, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est 4 bornes rapides installées l'une à côté de l'autre, avec un look tout à fait moderne. Ça ressemble à une belle station-service, comme on est habitué de les voir là, pour les véhicules à essence, mais c'est pour les véhicules électriques. C'est installé dans le stationnement de la station-service Crevier. C'est à la sortie 112 de l'autoroute 20. Donc, c'est entre, si je vous situe, là, entre Saint-Hyacinthe et Montréal. C'est super bien situé. En bordure de l'autoroute, on la voit bien. Les bornes sont munies d'un petit dôme qui est éclairé à l'éclairage au LED bleu. C'est visible de l'autoroute. On voit super bien les bornes. C'est vraiment là un super beau design moderne. Et pourquoi on appelle ça une superstation universelle de recharge rapide? Ben, pour plusieurs raisons. Puis premièrement, une super station parce que il y aura beaucoup de bornes de recharge installées au même endroit. Actuellement, la station de Belleuil, c'est un setup qui est organisé pour être capable de fournir 200 kW d'énergie, de puissance. Donc 200 kW de puissance, c'est
comme je l'ai dit tantôt, 4 bornes de 50 kW, donc 4 bornes rapides de 50 kW, mais étant donné que c'est un site qui est aussi dédié à expérimenter des nouvelles technologies, on nous a appris que des bornes à 100 et 150 kW pourraient être testées à cet endroit-là. Donc, étant donné qu'il y a 200 kW de puissance disponible, on pourrait mettre 2 bornes de 100 kW ou mettre une borne de 150 et une autre borne de 50, par exemple. Tout amalgame là, qui permet de respecter le 200 kW actuellement disponible sur le site pourra être comblé à cet endroit-là. Mais pour l'instant, c'est 4 bornes de 50 kW de disponibles. C'est dans la station, dans le stationnement de la station service Crevier, et c'est à 2 pas là, d'un dépanneur spécialisé en bière de microbrasserie. Donc, évidemment, les électromobilistes ont toujours été et sont depuis toujours très reconnaissants envers les entreprises qui favorisent l'électromobilité. Donc, fort à parier que les gens qui vont passer sur l'autoroute 20 avec leur véhicule électrique pourront arrêter, aller faire le plein d'énergie, entrer dans la station-service et puis aller peut-être faire le plein de bonnes bières de microbrasserie, acheter quelques victuailles et puis en profiter pour remercier les propriétaires qui se sont prêtés au jeu là, avec Hydro-Québec pour permettre l'installation de cette première superstation. Simplement vous mentionner que la venue de cette superstation ne veut pas dire pour autant que toutes les nouvelles installations de bornes de recharge rapide seront sur ce modèle-là, pas du tout, mais il nous a quand même été dit que c'est la première de quelques superstations qui seront installées, donc fort à parier que dans les prochains mois, prochaines années, on verra apparaître quelques autres superstations du genre, sûrement dans des endroits stratégiques où le nombre de bornes rapides élevé est important, mais entre ces superstations, ben, le modèle actuel persiste, donc vous verrez aussi s'installer plusieurs bornes de recharge rapide là, à 1 ou 2 à la fois dans certains endroits. Crevier nous a d'ailleurs dit qu'ils ont signé une entente avec le circuit électrique qui va emmener plusieurs bornes de recharge rapide dans plusieurs stations-service du Québec, station-service Crevier, au cours des prochains mois. On le sait par définition, les centres de ski ne sont pas toujours installés en région urbaine. En fait, sont souvent un petit peu plus en retrait, soit en estrie dans les cantons de l'Est. En tout cas, ici, pour la région de Montréal, puis les gens de la région de Québec, ben, c'est aussi un peu le cas. C'est pas en plein milieu du centre-ville. Donc, on doit faire un peu plus de route. Et puis, s'il y a bien un endroit où on arrête pour 2-3 heures le temps de faire nos descentes et qu'on aurait intérêt à avoir des bornes de recharge pour pouvoir se charger, parce que c'est l'hiver, nos voitures ont un peu moins d'autonomie, on est arrêté pendant un grand bout de temps, puis ça serait parfait de les charger là, c'est bien dans un centre de ski. Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs centres de ski qui ont des bornes de recharge. Le Mont Saint-Bruno, par exemple, le Mont Sutton, le Massif. Il y a des montagnes aussi qui sont en train d'en installer, Tremblant, Stoneham, Mont-Sainte-Anne. Eh bien, on a quand même aussi à l'AVEC un partenaire qui est le Mont Val-Saint-Côme, qui a des bornes de recharge qui sont disponibles là. Et non seulement vous pouvez vous brancher, vous charger, mais si vous êtes membre hors de l'AVEC, en plus, vous avez 10% de rabais sur le prix régulier de fin de semaine et du temps des fêtes, 25% sur le prix régulier en semaine et 25% sur le prix régulier pour le ski de soirée. Donc, c'est une belle façon là, d'économiser des sous. Pas d'essence pour y aller. On se charge là-bas sur la borne fournie par Val-Saint-Côme. En plus, on a un beau rabais pour nos descentes de ski. Une belle façon de profiter de l'hiver en toute simplicité. Ça fait pas tellement longtemps que ça a été annoncé la sortie du camion, du semi-remorque semi de Tesla. Et déjà, plusieurs entreprises ont souligné qu'elles allaient réserver et ont passé de la parole aux actes en faisant des réservations sur le nouveau camion de Tesla. Eh bien, après Walmart, JB Hunt, DHL, puis la chaîne d'épicerie Loblaw, eh bien, c'est Cisco, Pepsi, Budweiser et UPS qui ont manifesté de l'intérêt envers les camions et en passant des commandes. Puis c'est quand même des belles commandes. Dans le cas de Cisco, on a décidé de passer une commande en sachant que la flotte comporte actuellement 5000 camions. Donc, graduellement, on va vouloir faire une migration là, des camions qui sont à essence vers les camions électriques. Donc, ils en ont commandé 50 camions Tesla pour l'instant. Pepsi en aurait commandé 100, tandis que UPS, de son côté, aurait commandé 125 camions électriques de Tesla. Donc, une belle façon de débuter l'année 2018 pour la compagnie californienne.
Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums. Alors, je suis en compagnie de Axel Mathieu. Aujourd'hui, on a un sujet un peu particulier. On se parlait juste un peu avant, moi et lui, puis je disais c'était presque un utilisateur quotidien extrême. Et puis, on va vous expliquer un peu pourquoi. Axel Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Écoutez, je vous fais le topo là, rapidement, mais je vais donner la parole à Axel pour qu'il nous en parle un peu plus. Mais grosso modo, on parle de quelqu'un qui demeure à Bromont, mais qui travaille à Verdun. Donc, les gens voient un peu le chemin à parcourir. Et puis, un beau jour, Axel a décidé que rouler sa Audi A4, ça coûtait trop cher. Il a décidé de couper les dépenses. Donc, c'est en aller vers une Smart CDI, donc qui est une voiture, qui est encore une voiture à essence, pour ensuite faire un autre move pour s'en aller vers la Smart ED. Donc là, on passe par toutes les gammes des émotions, Audi A4 à Smart ED. Et puis, oui, même si ça peut paraître intense, et ça l'est un peu, ça on va en parler, il fait Bromont, Verdun-Bromont, avec une Smart ED depuis maintenant 3 mois. Ça se passe bien à date? Ah oui, ça va super bien. Il commence à faire froid, mais ça va bien. Ça va bien. Écoute, la première chose qui me vient en tête pour les gens, c'est pas tout le monde qui nous écoute, qui est de la région puis qui est familier. Là, Bromont, Verdun, là, la ride aller, c'est combien? Bien, moi, de porte à porte, de chez nous à mon travail, c'est 95 km. Donc, aller-retour, on est presque à 200 km. Là. C'est ça. La Smart, elle, est cotée à 160 km. En réalité, là, l'Internet là, dit 100 km. Et puis, bien, c'est ça. Il faut que je charge rendu à Montréal. J'ai pas le choix. OK. Donc, à ton travail, t'as une borne, non? Non, j'ai pas de borne au travail. À mon travail, c'est un petit peu dispendieux à mettre des bornes. Ils n'en ont pas présentement. Puis là, il commence à avoir un réseau assez étendu partout. Hein? Ouais. Alors, l'histoire veut que moi, j'ai acheté ma voiture sans vraiment savoir dans quoi je suis embarqué. Ouais, toi, t'as plongé, c'est un coup de cœur. Là. Ouais, ça fait 2 ans que je grattais de partout. Là. Je voulais absolument avoir ma Smart. Là. Ben, pas ma Smart, une voiture électrique. Et puis, ben moi, j'ai fait de la transition Audi Smart CDI puis Smart électrique pour des raisons qu'on peut parler tantôt. Là. Mais en bref, là, je l'ai acheté d'une manière impulsivement. Et puis, je savais que ça existait. Moi, j'étais convaincu que les technologies existaient déjà pour mon besoin. Peu importe la voiture électrique, là, j'étais capable de faire ce que je voulais. Okay. Et puis, j'ai tombé là-dessus. J'ai eu un bon achat pour moi. Et puis, je me suis débrouillé, tout simplement. OK. Fait que là, dans le fond, tu as fait l'inverse qu'on dit aux gens de faire. Renseignez-vous. Soyez certain que l'auto, elle a l'autonomie pour les distances que vous faites. Donnez-vous un buffer, il va faire froid, tout ça. Toi, tu as plongé, tu as acheté l'auto, puis après ça, tu as dit j'espère que ça va faire la run. Non, j'ai pas dit j'espère, j'ai dit ça va marcher. Et puis, non, mais la différence, c'est que, tu sais, ça fait longtemps qu'on entend des nouvelles de Tesla, puis tout le monde, là. Ce qui veut dire que pour moi, je me suis dit, ben, les technologies existent. Et puis, quand on regarde alentour, puis qu'il y a du développement ici, Hydro-Québec, tout le restant, ben, toutes les bornes qu'on a, ben pour moi, ça a été un no-brainer. J'ai pas eu besoin d'y penser. J'ai dit, je veux juste trouver comment ça fait déjà assez longtemps que ça existe. OK. Donc là, tu pars le matin de chez toi, ton auto est chargée, et puis là, tu t'en vas en direction de Verdun, en partant de Bromont. Oui. Bon, donc le chemin naturel, là, tu sais, on se dit, bon, ben, tu prends la 10, tu prends la 30, les grandes routes, mais là, t'es un peu, quand je regarde l'autonomie de la voiture, puis le chemin que t'as à faire, c'est pas nécessairement le chemin le plus court en kilométrage qui est le plus avantageux pour toi, parce que c'était vraiment la limite de la voiture en termes d'autonomie. Est-ce que tu as dû... tu as trouvé des chemins alternatifs? Quand j'ai commencé, il faut oublier que je partais d'une CDI, fait que là, je peux faire ce que je voulais. Hein? Je m'en allais comme que je voulais. La première ride que j'ai faite, là, je te niaise pas, il faisait 30 dehors. Là, moi, j'ai une convertible. J'ai fermé le toit, fermé la radio, fermé les fenêtres. Tu sais, quand on connaît pas ça. Et puis, j'étais pas certain de me rendre jusqu'à Verdun. Et puis, j'ai pris l'autoroute, tout simplement. Je roulais limite partout. Et puis, je me suis rendu sans trop de problème. C'était à 120 km que j'ai fait en autonomie théorique. Là. Fait que ce que j'ai fait plus le restant, ce qu'il me disait.
Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer avec la vitesse, les vents et tout le restant. Alors là, tu sais, cet automne, hein, c'était l'été, là, hein, il faisait 30 degrés. Ce qui fait dire que là, moi, en testant ma conduite, avec la récupération d'énergie et le restant, j'ai monté jusqu'à 136 km d'autonomie avec la Smart. OK. Fait que, tu sais, je me suis rodé sur l'autoroute, je me suis rodé dans le trafic et tout le restant. J'ai appris où est-ce que je perdais mes kilomètres, j'ai appris où est-ce que je gagnais mes kilomètres, puis ça m'a rassuré, ça, parce qu'en s'en allant, si j'allais vite sur l'autoroute parce qu'il n'y a pas de trafic, ben là, je baisse d'autonomie. Mais en arrivant sur le pont, ben là, je gagnais de la distance. Ouais. Alors, c'est une question de le faire 5-10 fois, là, puis après ça, on a une confiance, et puis je commençais à connaître ma voiture. Alors, moi, j'ai décidé d'aller jusqu'à cet hiver, et puis là, effectivement, cet hiver, c'est plus difficile. Et là est-ce que tu prends toujours l'autoroute ou tu prends des routes alternatives pour te rendre? Quand j'ai commencé, il s'avère qu'en bas de 15 degrés ou à peu près, là, j'ai l'impression que je pars 1 km par degré. À peu près. Okay? Que si je pars à 130, 140, puis après ça, j'arrive à 15 puis je descends, ben ça prend pas de temps que j'arrive à mon 100. Là. Ouais. Et puis ça m'a fait beaucoup peur. Et puis j'ai commencé à ralentir sur l'autoroute le restant. Puis moi, ça fait longtemps que je fais 40 000 km par année. Là. Combien, 40 000? 40 000 km par année. Ce qui fait que de Bromont à Verdun, puis le retour, c'est vraiment je suis allé au travail, ça. Avec ma Audi, ben, j'allais vite, hein, comme tout le monde. On courait partout. Et puis là, je me suis ramassé en Smart ED. Et puis je me suis ramassé à aller moins vite. Et puis ce que j'aimais pas, c'est d'être le gars moins vite sur l'autoroute. Alors, j'ai fait des études de qu'est-ce qui passait, là, Google Maps, des apps, peu importe. Là. Regarder les vents, d'où qu'ils venaient, comment d'ascension qu'il y avait d'après mon chemin. Quand je parlais de déplacement quotidien extrême, là, on est là analyser les vents pour nos déplacements. Ben, j'ai analysé les montagnes de Bromont à Grenmy pour passer entre les montagnes. Ouais. OK, pour pas avoir à monter. Ouais. C'est très bon. Fait que là, tu détournes, tu prends la 112, des trucs comme ça pour ne pas avoir à prendre trop de 10, limiter un peu les... Parce qu'il y a pas mal de montagnes aussi dans ce coin-là. Le vrai truc, je dirais, c'est d'aller moins vite. Le plus qu'on va vite, le plus qu'on prend de la batterie, c'est naturel, comme toutes les autres choses. Et puis, parce que j'allais moins vite, je voulais juste pas prendre l'autoroute, alors j'ai trouvé des solutions. Je prends la 112. OK. Et là, ça m'amène peut-être à parler d'un aspect de tout ça. Tu es parti d'une Audi qui est une voiture, une Audi A4 qui est quand même pas du bas de gamme en termes de voiture et qui est quand même pas économique en termes de consommation d'essence. C'est pas si pire, hein? Ben oui, quand même. Mais on parle quand même d'une autre gamme de voitures. Après ça, tu as passé la Smart CDI. Pour finir, la Smart ED, là, on parle en termes d'énergie pour te déplacer. Là, t'as vraiment... comme on dit dans le jargon, tu as scopé down pas mal. Ça te coûtait combien ta Audi A4? As-tu fait l'analyse de tout ça, la Audi, la Smart CDI et la Smart ED? J'ai tous ces chiffres-là parce que moi, j'ai eu un changement d'emploi. Et en changeant d'emploi, ben, j'ai eu une coupure de salaire. Et puis là, je n'étais plus capable de vivre au train que j'étais avant. Okay. Et puis, je savais pas où allait mon argent. Il y avait un déménagement, tout le restant, on t'a mis pendant quelques années, mais là, je me suis ramassé soudainement que mes économies disparaissaient. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être l'auto. Moi, j'avais des covoitureurs dans le temps. Et puis, la Audi, sur les 2 années que je l'ai suivi, là, ça m'a coûté 12 000 la première année, 14 000 la deuxième, ce qui fait une moyenne de 13 à peu près. Alors, ça veut dire c'est séparé en énergie et en réparation. Ouais. Il y avait l'énergie qui coûtait environ 6 000 $. Et puis, le restant, ben, c'était des réparations que j'avais dessus. OK. Ouais. C'est à peu près moitié réparation. Oui, exactement. Ouais. Puis là, Smart ED, ça a dû baisser pas mal. Oui, bien, je peux aller là direct. La CDI entre les deux. Ça, là, la Audi, on parle d'environ 40$ d'opération par jour, là, en gaz et en frais de réparation. Moi, j'avais 3 covoitureurs qui n'étaient pas réguliers. Pas tout le temps. Il était souvent là, mais pas tout le temps. Ce qui veut dire que ça m'arrivait à 10$ par jour, oui, effectivement. Mais je veux dire, à la base, quand il n'était pas là, ben moi, je payais 40$ par jour, puis ça faisait beaucoup d'argent. Ouais. La Smart, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai plus de covoitureur. Et puis, pendant 2 ans, celui-là aussi, il s'avère. L'Audi, en passant 14 000$, c'était pas l'achat, était déjà payé. Oui. La Smart, cool. Là, j'ai changé. J'ai changé une Smart pour une vieille pinotte, là, qui était vraiment vieille. Ça m'a coûté pas vraiment cher. On parle de 3 000 $-4 000$. Mais la première année, 6 000 $, deuxième année, 6 000 $ aussi. Puis ça, on parle de l'achat
du gaz, du diesel dans ce cas-là, et des réparations. OK. Fait qu'on est parti de 14 000 par année à 6 000 OK. Puis en plus, ça incluait le prix de l'auto là, dans le dans celle-là, oui. Fait que ça a coupé moins que la moitié en ajoutant l'auto. C'est ça. Et puis là, après ça, avec la Smart ED, là, ça fait 3 mois seulement que tu roules électrique, donc c'est un peu tôt pour faire une analyse approfondie. Mais chose certaine, si on fait l'abstraction du prix de l'auto en énergie, ça va avoir baissé encore pas mal. Là. Oui, là, moi, je parle... ma Smart ED, c'est une batterie de 17,6 kWh. Et puis ça représente environ 1,5$ d'hydro. Ça peut aller jusqu'à 1,55$ si on tombe dans les coûts chers. Là. Ouais. Okay? Moi, j'évalue tous mes coûts, je les fais tout le temps surestimés, ce qui veut dire que je le fais à 1,55$. Okay? Et puis, fait que chez nous, on parle de 1,55$. Si ça prend 6 heures à charger, ce qui veut dire que si j'allais à Montréal et puis je prenais une borne électrique du système, ça me coûterait 6$ plus quasiment 2, quasiment 8. J'étais à 8 là, avec ma CDI, mais ça ne chauffe pas beaucoup là-dedans. Ce que j'ai fait à la place, c'est ce que j'ai découvert, c'était plutôt l'écosystème de PlugShare puis tout le restant. Fait que tout le monde qui ont des voitures. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de tout ça, c'est proche de mon travail. Ben, il ne va pas en mettre à mon travail. J'ai 20 minutes à la borne la plus proche. J'ai trouvé quelqu'un en dedans de 10 minutes qui avait des bornes puis qui n'était pas là durant le jour. OK. C'est un particulier là, qui partage quelqu'un. Sur PlugShare, j'ai communiqué au monde qui était alentour du travail. Puis moi, je suis allé le voir. J'ai dit, je sais que ça me coûte $1, moi, la mienne. Lui, il a 2 voitures électriques, okay. 2 petites. Il y a 2 bornes, ce qui coûte environ 2 à 3 piastres par jour. Moi, j'ai dit, tiens, je te donne 2 piastres. Okay. Fait que ça me fait $3 par jour d'opération en électricité. Fait que toi, dans le fond, tu as pris une entente avec lui puis tu le payes quoi, à la semaine, au mois? Moi, je le paye d'avance, tout simplement. Mais tu sais, on parle 2 piastres par jour. Là, on parle 10 piastres par semaine. Oui, non, je sais bien. Mais donc, c'est une entente. C'est rare qu'on entend une entente PlugShare récurrente. PlugShare, c'est un dépannage, c'est dans quelque part. Tu vois, j'ai communiqué avec plein de monde, puis le monde, ils ont été gênés avec ça parce que, tu sais, il y a des responsabilités, puis le restant, ma voiture est en cours, il y a du déneigement. C'est ça, s'il se passe de quoi. Ouais. Eux autres, ils ont dit oui, tout simplement. Fait que, on s'est entendus, on a travaillé ensemble, puis on s'est trouvé des solutions. Puis j'ai des comparatifs. Le premier mois complet qu'on a eu, on a sauvé quasiment $400 en gaz. Oh boy. Fait que ça, je compte pas l'électricité là-dedans. Okay? Juste en gaz, on a coupé de 400$ par mois. Ouais. Ce qui veut dire que pour nous autres, tout de suite, on est venu les yeux bien grands. Là, hein? On était vraiment contents tout d'un coup. Là. Ouais. Bon, c'est pas une économie réelle là, parce que j'avais pas compté l'électricité. Faut que tu ajoutes de l'électricité, ouais. Et puis aussi, il fallait que j'achète des pneus et tout le restant parce que c'est une voiture, il faut l'opérer. Sauf que si je compare juste l'énergie, fait que les 3 mois que j'ai eu de ma voiture électrique cette année, comparé aux 3 mois de l'année passée, les mêmes dates, j'ai $150 d'économie par mois. Okay. En énergie seulement. En énergie seulement. Fait que donc, on parle en haut de 1500. On regarde peut-être un mois les vacances l'été, c'est un peu différent, mais t'es quoi? Entre 1500 et 1700 $ d'économie minimum par année. Ça, ouais. C'est quand même beaucoup. Moi, je tiens juste à préciser là, pour les gens qui nous écoutent, hein, puis je l'ai dit dans l'entrée de jeu un peu en blague, mais c'est quand même ça. Là, on parle d'utilisation extrême. Je vois que 99% des gens qui ont des voitures électriques s'organisent pour être un peu moins sur la limite. Là. C'est-à-dire que tu as acheté le véhicule, puis tu dis, je vais m'arranger pour que ça marche. Généralement, on conseille aux gens de regarder un peu la distance, de choisir un véhicule qui fait en sorte que dans les pires conditions, ils vont avoir encore l'autonomie nécessaire pour le faire. Toi, t'es un peu un cowboy. Un cowboy. Je me sens exactement comme ça. Je me sens exactement comme quand j'ai commencé à conduire ma moto. Où est-ce que j'avais pas de gauge à gaz, hein? J'avais pas d'indicateur de niveau de gaz, et puis j'avais une réserve. As-tu déjà fait ça? Non. Non. Moi, laisse-moi dire que quand tu roules sur l'autoroute, là, t'es dans un milieu de nulle part, là, puis tu tombes sur la réserve, là. Tu dis, bon, il m'en reste. C'est la même chose, là. Okay? C'est la même chose qu'une voiture électrique. Fait que pour moi, j'ai pas vraiment eu peur parce que la CDI, je mettais $20 à achat aux 2 jours, hein. Et puis, on n'est pas habitué à ça. Quand on met $60, ben, tu sais, il y en a beaucoup. Puis, finalement, j'en ai pas. Puis, je me ramassais tout le temps sa réserve. Ouais. Puis, ça va que la réserve, ben, je faisais quand même 100 km. Fait que même si je tombais sa réserve sur le pont, je me rendais à Bromont pour remplir. Ouais. Et puis, je cowboy un peu parce que je me suis ramassé très loin. Et dans le sens que j'avais 0 litre qui me restait, puis j'ai quand même fait 50 km sur le 0. Là. Fait que moi, je suis le même. Je suis scientifique à la base, et puis j'aime ça tester les choses. Tes affaires, c'est ça. Mais quand même. Et là, donc, t'es un nouvel électromobiliste, ça fait juste 3 mois. C'est ta première voiture, la Smart ED. Est-ce que tu as essayé d'autres voitures? Est-ce que dans ta tête, un jour, à un moment donné, tu vas upgrader ta Smart pour un modèle avec laquelle tu vas pouvoir circuler en étant un peu moins sur la limite du véhicule tout le temps? Oui. Nous autres, c'est déjà décidé.
Premièrement, je fais des événements avec vous autres à l'AVEC. Alors, si le monde veut tester une Smart, ben, on est deux là, à le faire. On va le faire, c'est ça, excellent. Et puis, mais elle n'est pas très populaire, hein, la Smart. C'est un produit excellent pour la ville. Moi, je trouve ça extraordinaire. Avec ça dit, bien là, ce qui arrive, c'est que nous autres, on veut absolument se débarrasser de la Volvo. Et puis, la Smart Diesel, on veut donner ça à un de nos enfants. Nous autres, ce qu'on a besoin, c'est une voiture à 4 places et puis il y en a un paquet. Techniquement, aujourd'hui, il y a déjà un produit qu'on voudrait prendre. Okay. La e-Golf pourrait faire, la Ioniq pourrait faire, même la Leaf pourrait faire. Nous autres, par contre, on a déjà Volvo et puis d'ici 2 ans, là, on sait, il va y avoir un paquet de voitures de 200 km avec Quick Charge dessus. La Smart ED n'a pas de Quick Charge. Exact. Ça, c'est encore pire. Mais là, il va y avoir un paquet d'auto à 200 km avec un Quick Charge, dont la Volvo. Série 40 qui vont sortir. Nous autres, on est déjà en train de penser à ça. Là. On voulait la e-Golf, mais là, on s'est dit, après ça, on a vu la Ioniq, on s'est dit non, on va acheter la Ioniq parce qu'elle est plus grande, hein, c'est une grosse Civic. Et puis après ça, ben là, on s'est dit récemment, ben, on va attendre l'année, 2 ans, on va faire 2 hivers, puis on va aller pour la Volvo. OK, t'aimes les modèles européens? Moi, c'est européen. T'es un gars de modèle européen. Ben, c'est fantastique. Et puis là, ben... on entre dans l'hiver, tu commences à avoir les journées les plus froides, donc tu commences à goûter à la médecine et l'impact de la voiture électrique. À la limite, comme tu étais à la limite, juste pour être certain que je comprends bien, ça veut dire que tu peux pas te permettre de chauffer l'habitacle, tu peux pas te permettre qu'il y ait une journée qui fasse moins 30. Est-ce que tu as un plan de repli? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te lèves un matin, il fait moins 30 dehors, là. Tu fais quoi pour aller travailler? Nous autres, chez nous, présentement, notre situation, c'est qu'on a 3 chars pour 2 conducteurs. Hein? On a la Volvo, on a la CDI et puis on a la voiture électrique. Ma conjointe, elle travaille plus proche de la maison que moi. Elle a 20 km à faire. Ça fait 40 km aller-retour. Et puis quand on regarde sur Internet, la Smart ED fait minimum 60 km avec le chauffage à la planche. Okay? Ce qui veut dire que nous autres, on a déjà décidé pour cet hiver, puis qui a aidé à l'achat, c'est... aussitôt que moi, je suis plus capable de me rendre à Montréal d'un coup, parce que là, je vais perdre du temps c'est de l'argent, puis etc. Moi, c'est vraiment important dans mon économie. Elle va prendre la voiture électrique, elle va pouvoir chauffer tant qu'elle veut pour aller où qu'elle veut. Et puis moi, je vais prendre la CDI à ce moment-là. La Volvo, elle fait vraiment plus. Fait qu'il y a un plan de repli. Fait que moi, ce que je trouve intéressant dans ton histoire, Axel, puis on peut peut-être terminer là-dessus, c'est que nonobstant le fait, puis je l'ai dit tantôt, puis je le répète encore, t'as marché un peu à l'envers, c'est-à-dire que t'as acheté le véhicule, puis après ça, t'as fait comme shit, il faut que ça fitte avec mes déplacements. On conseille aux gens qui nous écoutent de faire l'inverse, puis si vous n'êtes pas sûr, parlez-nous à l'AVEC, on va vous aider avec ça. Il y a quand même un point important là-dedans, c'est que comme plein de gens qui ont une auto électrique puis qu'elle est suffisante pour leurs besoins, mais ils ont des craintes. Les gens ont toujours une crainte de switcher pour l'auto électrique. Mais l'idée, au début, comme pour s'habituer, d'avoir un plan de repli. Moi, le premier en 2011, on avait une autre voiture, puis j'avais dit à ma blonde, si jamais un jour la Leaf 2011 que j'achète et me permet pas de faire mes allers-retours, quand il va faire bien froid cet hiver, on switchera d'auto. Toi, tu as quelques kilomètres à faire, tu apprendras. Puis moi, je me suis rendu compte finalement que avec la 2011, il a fallu qu'on le fasse quelques fois, mais pas bien souvent, finalement, beaucoup moins que je pensais. Avec la nouvelle Leaf, la 2015, celle que j'ai actuellement, j'ai à peu près jamais besoin de le faire. Puis avec les nouveaux modèles de voitures qui sortent, ils vont tout avoir, comme tu as dit tantôt, 200 km et plus. On n'aura plus besoin de le faire. Donc, mais d'avoir un plan de repli, c'est sécurisant. Donc, même toi qui est allé un peu cowboy, tu avais quand même un plan de repli qui faisait que si tu t'étais dit, je peux pas l'utiliser, on switch, ma blonde la prendra. Là, tu sais que tu es capable de le faire, fait que c'est avec toi que l'économie le plus grand, dans le fond. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je la garde le plus longtemps possible. Puis c'est vraiment... Oui, j'ai un grand plaisir pour la conduire. Puis oui, ma femme en a une aussi. Sauf que vraiment, présentement, c'est moi qui l'ai parce que ça coûte moins cher. Exact. Okay? C'est vraiment ça. Nous autres, c'était vraiment important dans nos vies de couper les coups de partout puis arrêter de courir. OK. C'est ça. Moi, je dirais pas quelque chose de nouveau, là. Hein? C'est dans le podcast depuis le début, là. La deuxième voiture, on a l'impression qu'elle devrait toujours être électrique. Parce qu'une fois qu'on a une voiture familiale et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, bien, la deuxième voiture, on peut couper le millage de dessus, on peut faire d'autres choses avec. Et puis, c'est pas nouveau, là, ça fait depuis le début de l'année que tu dis ça dans le podcast. Oui, tout à fait. Puis, avec l'autonomie des voitures actuelles,
on peut comprendre que les gens, certaines personnes disent, moi, ça peut pas être mon auto principale parce qu'on a... Mais dans la majorité des cas où il y a 2 voitures dans la famille, il y en a au moins une des 2 qui pourrait l'être. C'est pas vrai que les 2 personnes font 100 km par jour. C'est ça, ouais. C'est pas vrai. En tout cas, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est des exceptions. Dans la majeure partie des cas, il y a 2 voitures, peut-être une en fait plus, mais l'autre en fait moins. Et celle-là, minimalement, devrait être électrique pour être capable de se donner un peu de... un bonne conscience par rapport à l'écologie, mais également se rendre compte que il y a des économies à faire. Moi, je dirais plus que ce qui est vraiment... On n'a pas parlé tantôt. Là, moi, ce que j'aime là, vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vois une sortie dans tout ça. Parce que si on a le droit d'être autoproducteur ici, puis on a le droit de générer son électricité, ce qui veut dire qu'à la base, pour la première fois de ma vie, j'achète une voiture que je devrais être capable d'éclairer mon transport à un moment donné. Ouais. C'est vrai, hein? C'est la première fois parce que ça fait plusieurs années que je conduis, on va dire. Là. Et puis jamais que j'ai acheté une voiture que c'était gagnant. Ouais. C'est la première fois vraiment que j'ai l'impression de participer à ça, à un changement de société. On est dans un changement d'énergie là, présentement. Hein? On s'en va de la combustion vers l'électricité, qui est un changement drastique. Et puis en même temps, moi, je suis capable de générer mon électricité. Là. J'ai plus besoin d'aller chercher de l'essence. J'ai plus besoin d'aller chercher de l'hydrogène. C'est la prochaine révolution. Hein. Les gens n'en sont peut-être pas conscients, mais beaucoup plus vite qu'on le pense. Ah oui, absolument. C'est là qu'on s'en va. Ça s'en vient. Là. Si on regarde sur Internet, là, on n'en parlera pas ici, on n'a pas beaucoup de temps. Là. Mais le monde, là, l'information, là, ça s'en vient. On est très proche d'arriver kiff-kiff. Bon, ben d'ici quelques années, mon cher ami, on pourra se reparler, puis en plus de rouler 100% électrique pour aller travailler, avec peut-être ta nouvelle Volvo, tu le feras peut-être avec l'énergie que tu auras produit. Ça va être fantastique. Axel, je peux-tu juste me donner une petite plug? Oui. Je m'appelle le gars en Smart Electric sur Facebook, si jamais il y en a qui veulent aller voir. Comme c'est vrai que c'est cowboy ce que je fais, c'est certain que moi je recommande pas ça à personne, il fait froid dans mon char l'hiver, et puis oui, je suis juste sur le bord de pas me rendre. Puis ce que je dis à tout le monde, c'est pas que je me rendrai pas, je sais pas à quelle heure je vais me rendre. C'est ça la différence. C'est pour ça que t'es cowboy. Axel, Mathieu, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317 route 116 à Richmond en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, tel qu'annoncé, on va se claquer une petite cérémonie tout à fait... c'est rendu une habitude maintenant, toutes les années, à l'AVEC, on fait une rétrospective des 10 événements les plus marquants de l'année dans le monde de l'électromobilité. Et on a décidé de le faire cette année en primeur sur le podcast pour vous donner un petit avant-goût. Puis j'ai sous-contracté la job, et oui, c'est ça, on apprend dans la vie, hein, fait que j'ai sous-contracté la job à mon ami François Villot. Bonjour François. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, tu as fait tes devoirs, tu nous as trouvé 10 événements marquants. Oui, ça n'a pas été trop forçant, je te dirais, là, c'était plus de sélectionner les 10 qui étaient les plus marquants de l'année.
Et puis, on a fait une petite liste, une liste de 10, le top 10 des événements les plus marquants de 2017. On va regarder ça ensemble. On fait ça dans un esprit festif, faut se le dire, c'est le temps des fêtes. On a une petite bière à la main, hein? On va faire un petit chin, mon François. Chin, Martin. Un petit chin, une petite bière à la main qui a été achetée incidemment à la station des bières, qui est dans le stationnement de la super station de recharge de Belleuil. Absolument. Hein? On prêche par l'exemple, on dit aux gens là pour remercier ceux qui nous aident à avoir des bornes, ben faut aller, quand on fait le plein, il faut aller en même temps encourager les commerçants locaux. Donc on est allé s'acheter une bonne petite bière, un petit vin d'orge, on y va pas avec le dos de la main morte, comme ils disent. Donc on va faire cette belle petite rétrospective-là. Alors je vais te laisser te laisser le micro et puis tu vas nous faire découvrir, là, selon toi, les 10 événements marquants de 2017. Parfait. Ben, on va commencer avec le point numéro 10. Dans le fond, on va y aller en ordre décroissant. Et en passant, c'est pas en ordre chronologique, absolument pas. C'est selon l'impact que ça a eu dans le monde de l'électromobilité au Québec, à mon avis. Donc, je t'amène, Martin, en Californie, le 28 juillet dernier. Oh, Californie. Le premier mot qui me vient en tête, c'est Tesla. Effectivement. Donc, le 28 juillet, on lançait la production officielle de la Model 3. Ouais. Et on faisait la livraison des 30 quelques premiers modèles aux propriétaires. Aux États-Unis à ce moment-là. À ce moment-là. Alors, c'est un événement qui était très attendu après des mois et des mois d'attente depuis l'annonce l'année passée, l'année d'avant, dans le fond, en 2016. Oui, ben c'est un événement marquant et ce l'est toujours dans le sens où les gens ici au Québec n'ont pas encore reçu leur Model 3 au moment où on se parle. C'est plus proche que c'était, mais c'est pas encore arrivé, donc on les attend probablement pour 2018, donc dans le courant de l'année prochaine, les premières devraient être livrées. Effectivement. Ce qui est annoncé, 2018, il y en a beaucoup qui pensent que ça va aller jusqu'en 2019, mais on va espérer que la cadence de production va augmenter. Excellent, effectivement. Et puis, ça va permettre aux premiers propriétaires qui ont attendu devant Tesla pendant une journée pour faire la réservation d'avoir leur véhicule. On leur souhaite, Bon, ben c'est un bon numéro 10, numéro 9. Numéro 9, on revient un peu en arrière, le 30 janvier 2017, ça se passait à Rawdon. Oh, Rawdon, Bourgeois Chevrolet. Oui. Je pense que je le sais, les Chevrolet Bolt, hein? Exact. Donc, livraison le 30 janvier 2017 de la première Bolt EV au Québec. Monsieur Claude Michaud. Monsieur Claude Michaud, oui. Effectivement, je pense que c'est un homme de l'Estrie, je crois, qui recevait sa première Bolt. Dans le fond, c'est quand même un événement assez marquant compte tenu du fait que c'était la première voiture à grande autonomie abordable qui rentrait sur le marché québécois. Ouais. Et après beaucoup d'attentes, celle-là aussi, de la part des futurs propriétaires. Et à ce moment-là, je me rappelle, je parlais souvent avec Yannick Asselin, qui est de Bourgeois Chevrolet, vendeur là-bas, qui est très connu dans le monde de l'électromobilité au Québec. Il me disait, la liste d'attente était de centaines de personnes qui avaient réservé pour la Bolt à ce moment-là. La Bolt qui n'a pas déçu, c'est-à-dire que les gens sont hyper satisfaits, l'autonomie, le rendement de ce véhicule-là. Je veux dire, la seule réelle déception, c'est la difficulté d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y aurait pas mal plus d'acheteurs que de Bolt disponibles actuellement. Oui, certainement. Si on se fie... Bon, c'est sûr qu'il y en a il y a beaucoup de Bolt qui ont été livrés, mais il y a encore, selon moi, une bonne liste d'attente. Là, si je me fie aux différents groupes, aux médias sociaux, on attend encore quand même la livraison de certains modèles. Donc, on espère qu'en 2018, ça va accélérer à ce niveau-là également. On le souhaite grandement. En numéro 8, mon cher ami. Numéro 8, ça va être, dans le fond, ça va être un genre de ramasser au niveau des véhicules qu'on a eu, qui se sont, dans le fond, présentés au Québec, qui n'étaient pas disponibles soit avant 2017. On parle en premier lieu, la Ioniq, donc qui faisait son arrivée au Québec. Modèle qui a extrêmement épaté dès le début, en hiver. On l'a reçu, je pense que tu en as fait l'essai d'ailleurs, en février, ou en tout cas au début de l'hiver. Et c'est une voiture qui a beaucoup épaté par ses performances, dans le fond, en général, au niveau de l'autonomie, par rapport à sa quand même petite batterie, mais très longue portée au niveau de l'autonomie. Efficace. Très efficace. Ensuite, il y a eu la e-Golf,
qui est arrivé finalement au Québec Ouais. et qui était également très attendu. Au compte-gouttes, dans le Au cas de la e-Golf. compte-gouttes. Ça aussi, c'est la déception. Hein? Il est qu'il n'y en a pas gros. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture extrêmement en demande également parce qu'on sait que les propriétaires de Volkswagen en général aiment beaucoup les Volkswagen et la e-Golf était très en demande. L'est encore et on espère également que ça va être livré à plus haut volume en 2018. Et finalement, dans cette même catégorie-là, j'ai mis le dévoilement de la nouvelle Leaf 2018 qui va s'en venir également en février 2018. Donc, ça aussi, ça a été quand même assez impressionnant au niveau de l'offre que Nissan a fait par rapport au nouveau modèle, c'est-à-dire une autonomie qui n'était pas à la hauteur de ce que le monde s'attendait. Donc, on attendait tous une 60 kW avec un 400 km d'autonomie pour rivaliser avec la Bolt. Mais Nissan a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Au départ, c'était un peu décevant, mais après, on a compris que le 40 kW qu'ils annonçaient, qu'ils offraient, allait dans un segment, je dirais, qui n'était pas encore complété, dans le fond. Ouais. Entre les 180-200 km d'autonomie qu'on a actuellement, puis les entre 350-400 qu'on a avec la Bolt ou les voitures à 60 kWh, ben, il y a un trou entre les deux, là, 250 km d'autonomie ou à peu près, qui est inexploité et qui requiert moins de batterie, qui a un coût plus bas, donc qui permet d'avoir une voiture avec une autonomie pas mal plus grande que l'ancienne Leaf, sans avoir à payer le 8000 $ de plus que ça coûte pour acheter une Bolt. Donc, c'est là qu'ils ont joué fort. Pour le même prix qu'une Leaf 2017 ou à peu près, tu as la 2018 avec une batterie de 40 kWh. Oui, c'est là que j'ai été beaucoup impressionné au niveau du prix et versus l'autonomie par rapport à ce qui était déjà offert sur le marché. Donc, un bon coup pour Nissan à ce niveau-là. On va espérer là aussi qu'en 2018, l'offre va répondre à la demande. Excellent. En numéro 7. Numéro 7, on revient dans le fond beaucoup plus près au niveau de la chronologie. On se transporte à Belleuil le 15 décembre dernier. Ben là, c'est facile. On en a parlé en début d'émission. La mise en service de la première superstation universelle de recharge. Effectivement. Donc, à Belleuil, à la station Crevier. Donc, le 15 décembre, ça avait eu le dévoilement. En fait, très attendu parce que, bon, plus on s'en allait, plus on se dirigeait vers les températures plus froides en hiver, plus on remarquait de plus en plus là, sur les groupes sociaux de l'attente qui se répétait aux bornes qui avaient, bon, de bornes de recharge rapide, évidemment, mais qui avaient une seule borne par site. Alors, la venue de ces multistations-là, c'est vraiment, ça change la donne complètement là, dans le portrait des bornes au Québec. Donc là, c'est 4 bornes de recharge de 50 kW installées sur le même site. Donc, on voyait des photos dernièrement, 4 véhicules en recharge rapide simultanément. Aucune attente. Aucune attente. Peut-être que les gens, pendant ce temps-là, sont allés eux aussi chercher une petite bière à la station des bières pendant ce temps-là. Effectivement. C'est fantastique. Donc, oui, effectivement, c'est un événement marquant et sans pour autant penser que toutes les bornes de recharge rapide maintenant seront sous cette formule-là. C'est une formule qui est très intéressante et qui risque là, de se répéter peut-être à certains endroits stratégiques, là, justement, pour essayer de donner un petit coup de main au réseau. Là. Effectivement. Puis, ça donne je pense que c'est un endroit qui va donner lieu à des bons échanges. Moi, j'ai été personnellement une journée où c'était assez achalandé. Et puis, pour la demi-heure que j'ai été là, j'ai pu être témoin de deux échanges entre des propriétaires de véhicules à essence qui venaient faire le plein et des électromobilistes qui étaient là et qui répondaient aux questions des gens qui le look, tu sais, quand il y a une borne dans le fond d'un stationnement, c'est quelque chose, mais là, il y a vraiment comme une deuxième rangée de stations-service dans la même station-service. Exact. Puis c'est futuriste, ça éclaire au LED bleu, c'est les grosses bornes blanches avec, tu sais, les bornes avec les... C'est sûr que ça attire l'attention. C'est assez loin pour qu'il y ait de la place pour les véhicules, mais suffisamment proche pour que... C'est sûr que quelqu'un qui met de l'essence, c'est ça qu'il y a dans le visage. Exact. Ouais, c'est une belle promotion avec les gros logos du circuit électrique. Ouais. Exactement. Ça pique beaucoup la curiosité des gens. Et puis, je pense que ça va être une station très, très populaire. En 6e position. En 6e position, on s'en va en avril à Montréal. Il y avait un premier salon du véhicule électrique. Oui, le tout premier. Le tout premier, très attendu, qui a été extrêmement populaire. Dans le fond, on parle, je pense qu'il y a eu 18 000 visiteurs ou tout près.
en 2 jours. Et c'était 18 721 pour 18. être précis. Ouais. Et plusieurs essais, effectivement, évidemment, qui avaient été effectués par différentes personnes. Je pense, entre autres, l'AVEC était impliqué. Oui, puis il y avait des représentants qui étaient là. Ouais, c'était un gros week-end. Là. Un gros week-end. Puis on rappelle en même temps que le prochain salon va avoir lieu en 2018, le Salon du véhicule électrique de Montréal, du 20 au 22 avril. Là. Exactement. Donc, donc, à ce moment-là, c'était le premier salon et puis ça l'a marqué le fait que bon, la demande et puis l'intérêt étaient bel et bien au rendez-vous. Exactement. On continue. Donc, on est rendu en 6e, c'est ça? 5e position. 5e position. On se transporte à Saint-Hyacinthe en novembre dernier. Oh, on est encore dans un salon d'auto. On est encore dans un salon, effectivement. Le très surprenant salon de l'automobile électrique de Saint-Hyacinthe. Exactement. Ouais. Alors, ce salon-là a énormément surpris. Moi, personnellement, j'ai été présent. Je pense que tu étais également présent. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel achalandage. À ce temps-ci de l'année, dans une région comme Saint-Hyacinthe, il y avait des gens qui venaient littéralement de partout au Québec. 11 800 visiteurs. Quand même. Moi, ça m'a... Écoute, j'ai participé aux 2 salons et puis je dois t'avouer, je ne m'attendais pas à un si grand achalandage au salon de Saint-Hyacinthe. Et surtout, un engouement pour les essais routiers, je dirais pas inespéré, inattendu serait plutôt le mot. Les bénévoles de l'association qui étaient là étaient tellement débordés que par moment, ils devaient interrompre la distribution de numéros là, pour faire des essais, là, de billets pour faire des essais, parce que sinon, ça aurait généré des attentes trop longues. C'est incroyable. Il a fallu faire des appels. Là. On avait une trentaine de bénévoles. Il fallait en rappeler en renfort pour donner un coup de main. C'est plus de 800 essais routiers qui ont été faits dans le week-end là-bas. Là. C'est exact. colossal. Je pense que ça a démarqué complètement. Ce salon-là a démontré que l'intérêt était vraiment au rendez-vous. Ça nous a aussi confirmé à quel point l'offre était manquante au Québec présentement parce que les gens voulaient des véhicules électriques et puis ils ne pouvaient pas mettre la main dessus. Là. Les essais étaient tels que les gens se disaient, écoute, la seule place que je peux en essayer, c'est ici présentement. Ouais. Alors, malgré le fait, comme tu disais tantôt, ça a été débordé au niveau des essais. Il y a beaucoup de cartes au niveau du programme de jumelage qui se sont échangées, qui permettaient aux gens de faire des essais en dehors du salon via le programme de jumelage de l'AVEC. Donc, oui, effectivement, ça a été un très gros salon et puis je pense que ça va se répéter dans les années très certainement. Fait qu'on a mentionné, par contre, contrairement au salon de véhicules électriques de Montréal, c'était des concessionnaires, c'est un regroupement de concessionnaires tout à fait. Du coin. Et concessionnaires qui avaient été formés, qui ont suivi une formation sur les véhicules électriques de façon à avoir un langage commun, avoir une meilleure compréhension, connaissance des véhicules électriques, de façon à accroître la qualité du service quand les gens de la région de Saint-Hyacinthe vont aller pour s'acheter un véhicule électrique, pour être assurés qu'ils sont dans un centre, entre guillemets, d'expertise au niveau des concessionnaires automobiles. Là. Donc, c'est une excellente nouvelle, ça aussi. Oui, exactement. 4e position, on s'en va dans le monde en général, je te dirais, dans les villes de Londres, Paris, en Chine, Royaume-Uni. Oh, là, on parle des annonces d'interdiction de vente de voitures à essence. Hein? Exactement. Donc, ça s'est échelonné sur, un peu sur quelques mois, mais ça a eu un effet d'entraînement, je te dirais, assez inespéré, jusqu'à un moment donné où Paris s'est même mis sur la carte en disant qu'en 2040, il allait interdire la vente de véhicules à essence sur leur territoire. Donc, il y a eu Paris, il y a eu Londres, il y a eu plein d'autres villes dans le monde. La Norvège en a parlé aussi pour 2025. C'est assez vite. Hein? Donc, entre 2025, je te dirais, et 2040, il y a une quinzaine de villes qui se sont commis à soit interdire la circulation de véhicules à essence ou à interdire la vente tout simplement des véhicules à essence à partir de cette date-là. Ouais. Donc, c'est quand même assez important et puis ça lance un message, selon moi, là, à l'industrie assez clair, s'il n'était pas déjà, que les villes également veulent devenir des villes zéro émission. C'est des excellentes nouvelles. C'était pour les premiers que ça a été courageux. Là, maintenant, on sent que ça veut emboîter le pas.
On croise encore les doigts. On espère que par ici, c'est le genre de truc qu'on aura le courage de faire avec les nouvelles et les annonces qui se font dernièrement. On sent qu'il y a une volonté de donner la palme à ce qui est zéro émission, mais je pense que c'est le petit pas de plus là, qui manque, mais Exact. ça va venir de soi là, à plus ou moins brève échéance. En deuxième position... En troisième. Écoute, c'est probablement le vin d'orge de la station des bières. Oui. Donc, troisième position. On va un peu dans le même sens, dans le fond, un petit cadeau de Noël qu'on a eu avant les fêtes. On se transporte le 18 décembre à Verdun. Donc... là, on est tout proche. Donc, on en a parlé juste un petit peu avant dans la balado. C'est la loi zéro émission, donc la mise en œuvre là, de la norme zéro émission pour 2018 qui est annoncée. Exactement. Donc, une loi zéro émission qui avait été adoptée, disons-le, à l'unanimité en 2016 et qui a été annoncée pour être mise en vigueur le 18 décembre dernier pour janvier 2018, si je ne m'abuse. Oui, ça, c'est dans quelques jours. Exactement. Ouais. Alors, je pense que c'est un gros pas pour le Québec en ce sens-là. Un gros pas, je dirais, de plusieurs autres mesures qu'on espère à venir également. Je pense pas que cette mesure-là, à elle seule, va permettre de pouvoir atteindre les objectifs qu'on se fixe. Mais c'était un des leviers importants. C'est-à-dire que c'est toujours... Ça prend plusieurs outils, plusieurs interventions pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Des bonus ou des rabais à l'acquisition, c'en est un. On l'a déjà. Des malus pour acheter des voitures à essence, on l'a pas, mais ça en serait un très bon levier. Puis une loi zéro émission, c'en est un autre excellent levier. Puis je dirais un dernier qui englobe l'ensemble des avantages ou des privilèges de nos gens qui ont des voitures électriques, en est un autre. Et ça, on en a plusieurs, mais on pourrait en avoir encore beaucoup plus. Donc, mais c'est un gros levier, un de ceux qu'on attendait depuis longtemps et qui va... adresser directement le plus gros problème actuel des véhicules électriques au Québec, c'est-à-dire la disponibilité chez les concessionnaires. C'est exactement ce que vise ce projet-là. Donc, juste pour ça, notre petite bière qu'on prend actuellement vaut la peine d'être bu. Exactement. Moi, je me rappelle, en octobre, je crois, il y avait un événement à la ville de Granby. Où on avait participé justement pour des essais routiers. Je pense que toi, tu faisais des conférences. Et je me rappelle à quel point qu'à ce moment-là, déjà en octobre, les gens venaient nous voir et nous disaient « Je veux un véhicule électrique, je suis prêt à l'acheter maintenant, mais où je peux aller pour en avoir un? Il n'y en a pas. » Et là, on regardait et puis effectivement, on parle de n'importe quel modèle ou à peu près. Je pense qu'il y avait à peu près juste les Soul, puis peut-être un ou deux modèles de plus qui étaient disponibles, mais sinon, c'était... il n'y avait rien nulle part. Alors, espérons que 2018 va changer à ce niveau-là grâce à la loi zéro émission et puis que ça va remplir les cours des concessionnaires. Oui, monsieur. Deuxième position, on s'approche de la fin. Deuxième position, et non la moindre par les temps qui courent, la Formule E. Oh my God! Formule E qui, au moment d'enregistrer le podcast, on vient tout juste d'apprendre l'abolition... de la Formule E à Montréal par la mairesse. On le sentait venir un peu. En fait, on le sentait venir oui et non. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, on va le déplacer vers le circuit Gilles-Villeneuve. Là. Il semblerait que c'est ce qu'elle a voulu faire finalement, mais que c'était impossible. Ouais. Donc, grosse déception pour les amateurs de prix, pour les amateurs de ce type de course-là. Puis pour les consommateurs comme toi et moi qui avons des billets platine dans nos poches, mais... On va sûrement recevoir un petit remboursement par la poste. Souhaitons-le. Ou on va se retrouver à participer à une autre ville, qui sait. C'est sûr que c'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée, mais bon, on va voir ce que ça va nous mener. La raison pourquoi je l'ai mis si haut, c'est que, en fait, pour moi, puis comme pour bien des électromobilistes, je pense, au Québec, qui comprennent l'impact que la Formule 1 pouvait avoir, pas seulement sur l'électromobilité à Montréal ou dans la ville, ou inciter les gens à conduire électrique, mais plutôt au sens large. La Formule 1, c'est ni plus ni moins qu'un laboratoire de technologie
pour les... Un peu comme la Formule 1 à essence l'a été pour les voitures à essence. Exactement. On y développe plein de technologies pour les batteries, la recharge, le maintien de cette autonomie-là, des systèmes à faible consommation, des systèmes de télémétrie, de régulation, de température. La Formule 1 l'a prouvé dans les années où ça a été très populaire, où c'est encore très populaire, mais je dirais que la majorité des technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures à essence que l'on conduit s'est développée dans les Formule 1. Alors, on s'attendait à ce que la Formule E se développe exactement de la même façon et cette technologie-là profite finalement aux consommateurs éventuellement. Ouais. Donc, c'est des gros sous, je pense, qui sont investis par les constructeurs et qui en font un laboratoire technologique. Et puis malheureusement, ils vont continuer à le faire. Ils vont juste pas rouler à Montréal. Fait qu'il faut faire suivre ça à la TV. Hein? Exactement. En première position maintenant. Première position, je te ramène en Californie, mais cette fois-ci le 16 novembre. 16 novembre en Californie. Californie, on avait dit Tesla tantôt. Oui, monsieur. Il y a eu d'autres annonces de Tesla. On parlerait-tu du camion semi? Oui, monsieur. Le camion semi et Roadster. La surprise à ce moment-là. C'est ma première position. La raison est fort simple. C'est-tu la Roadster qui t'a fait mettre première position ou le semi? Je te dirais un peu des deux, mais le semi, j'avoue que le semi a été moi aussi. Une grosse annonce qui a pris vraiment tout le monde par surprise. Sincèrement, je pense que les gens ne saisissent pas l'impact que pourrait avoir Tesla avec le transport de marchandises, des camions, pour la simple et bonne raison, puis je ne veux pas refaire les discours qu'on a déjà fait dans les autres podcasts, mais le nerf de la guerre en électromobilité, ça reste que c'est l'argent, c'est toujours l'argent. Puis pour le commun des mortels, même si on leur montre mathématiquement que ça peut être avantageux de rouler avec un auto électrique, tout le monde comprend, une fois qu'on leur fait les calculs, qu'on leur montre les formules, que ce qui fait que ça va être avantageux, là, pour le scénario pour que ça soit vraiment avantageux en auto électrique, c'est quand plus on fait de kilométrage par année, plus c'est rentable. Parce que plus on gaspille de gaz, puis ce gaz-là, on le remplace par de l'électricité qui coûte pas cher, notre économie est plus grande. Donc, quelqu'un qui fait 40 000 km par année va économiser beaucoup plus avec un auto électrique que quelqu'un qui en fait 15 000 par année. Exact. C'est bien normal. Là, on parle de transport de marchandises. On parle de compagnies dont leur but est de faire énormément de kilométrage dans une année et dont la principale dépense, là, outre les salaires, est essentiellement le pétrole qu'ils mettent dans ces foutus camions-là qui coûtent une fortune. Ça roule pas à 8 litres. Et l'entretien. Ben oui, ça fait pas 8 litres au 100, là, un gros camion sur la route. Donc, eux voient, ils savent compter, les gens qui ont des business de transport, ils voient des économies phénoménales. Puis le camion n'est pas si cher que ça. C'est-à-dire que quand tu compares au prix d'un camion, un vrai camion de transport de marchandises, le prix est super intéressant, mais les économies sont phénoménales et c'est pour ça que ça a pogné. Là. Ça pogne. Il n'est pas sorti puis ça sort. Il y a de la commande. Présentement, ce qu'on voit, c'est des commandes par-dessus commandes qui rentrent. Puis écoute, c'est pas des. Oui, là-dedans, il y a des petites compagnies, plus grosses compagnies. Aujourd'hui, il y avait l'annonce de UPS, qui est une compagnie de logistique, une des plus grosses compagnies de logistique dans le monde, qui ne font que ça, du transport, et ont acheté 125 camions Tesla, sans compter toutes les autres. Mais, comme tu dis exactement, moi, c'est la réflexion que j'ai faite dans ma tête après le dévoilement, ça a été, les compagnies savent compter, s'arrêtent pas au prix d'achat. L'erreur qu'on fait souvent. Et Elon Musk, quand il l'a présenté, ça a été exactement dans ce sens-là. Alors, moi, je pense que c'est effectivement, on ne saisit pas encore l'impact que ça va pouvoir avoir dans le futur, mais c'est énorme. Et pas beaucoup de monde, je pense, qui se sont rendus compte à quel point le fait marquant de cette soirée-là, pour moi, ça a été la nouvelle recharge Tesla je pense qu'il va se nommer la Mega Charger, qui va recharger 640 km par demi-heure. Alors, ça, on vient là, avec ça de changer complètement la donne là, dans ces runs de camions-là. Et c'est une technologie probablement qui éventuellement va descendre aussi au niveau des voitures. Les batteries et la technologie Tesla va probablement être... Des répercussions positives. Avoir des répercussions pour tout le monde. Certainement. Ouais. Hey, c'était t'as pas parlé de la Roadster, peut-être? J'ai pas parlé de la Roadster. On peut en parler vite pour dire qu'effectivement, personne encore là s'attendait à ça. Ça a été une annonce surprise. Encore là, ça frappe l'imaginaire. Voiture la plus rapide qui va être
qui va avoir le droit de rouler sur une autoroute, une voiture standard, là, légalement, qui va faire 0-100 en 1,9 secondes, qui va avoir une autonomie de 1000 km. Et tu sais, je veux dire, on a Elon Musk, en faisant ce Roadster-là, je pense qu'il voulait juste frapper au niveau des véhicules à essence. Mais là, on parle d'une voiture, c'est pas pour toutes les bourses. Hein? C'est pas pour toutes les bourses, mais on compare avec des voitures qui se comparent à ça. Et c'est souvent le quart du prix là, de ces voitures. Alors, effectivement. Non, c'est assez impressionnant. Je pense que ça va avoir une portée dans le temps. François Villot, c'était un top 10 à la hauteur. Je te remercie beaucoup de tes recherches. Je pense que ça va nous donner une bonne idée, une bonne rétrospective de l'année. Puis on entrevoit 2018 de façon très positive. C'était pas le but en faisant un top 10 de parler, on regardait plutôt en arrière qu'en avant. Mais si on regarde en avant, beaucoup de belles choses qui s'en viennent aussi pour 2018. Fait que c'est pas les sujets qui vont manquer pour la balado-diffusion, je pense. Non, je pense que tu vas avoir en masse de choses à mettre. Je te souhaite joyeuse fête à toi et à ta famille. Merci à toi. Puis on se reparle en 2018 ou avant. Super, merci. Merci. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui M. Axel Mathieu et François Villot pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez plutôt le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Je m'en voudrais de ne pas prendre les dernières secondes qui nous restent pour vous souhaiter, à vous tous, fidèles auditeurs, membres ou non de l'association, gens qui, au quotidien, de façon concertée ou de façon naturelle, faites la promotion des véhicules électriques, vous souhaitez à vous tous un bon et joyeux Noël 2017 en compagnie de votre famille, des gens que vous aimez. Profitez-en pour penser à autre chose, faire autre chose. C'est le temps de s'arrêter un peu et puis de penser aux gens qu'on aime. Donc, allez-y de cette façon-là. Et puis, faites comme moi. Hein, je prends une petite pause. Là, je vous l'ai dit tantôt, je saute une balado. Donc, on se revoit dans un mois. Profitez de ce moment-là pour vous retrouver avec les gens que vous aimez et passer du bon temps. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.